one way or another, I shall have deliverance. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici votre magazine politique Mise au point qui est là dans une nouvelle livraison. Vous le savez, toujours dans son approche pédagogico-informative en ce qui concerne les questions d'actualité. Le gouvernement Bruno Tshibala attendu et largement attendu. Quelles sont les chances de réussite de ce gouvernement censé amener le peuple congolais aux élections? En tout cas, nous en parlons ce soir dans cette émission. Également, la déchéance de plusieurs gouverneurs de province, une pratique courante depuis 2011. En tout cas, les assemblées provinciales ne cessent donc de désavouer les gouverneurs de province. Quelles sont les leçons à tirer par rapport à cette question aujourd'hui et maintenant que nous sommes en train de tourner cette émission au Olomami? En tout cas, c'est un gouverneur qui est en train de donner ses moyens de défense devant l'Assemblée provinciale. Donc, c'est une affaire qui est devenue monnaie courante. Nous en parlons dans cette émission avec notre invité. Il s'appelle Thierry Mukelekele. Il est secrétaire général en charge des relations publiques et de la communication au sein du MIRA. MIRA, un parti politique, mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains. Il intervient également en tant que communicateur social. Bonsoir, monsieur Thierry Mukelekele. Bonsoir, monsieur Jacques Moulouba, et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la RTGA. Je rappelle que vous êtes l'un des piliers où vous avez largement contribué à ce que le seigneur de guerre, autrefois Gédéon Kyungu, puisse abandonner les armes et embrasser le chemin de la paix. Vous y avez été pour beaucoup. Effectivement, je dirais que je suis la pièce maîtresse même de la reddition de l'ex-seigneur de guerre Kyungu Mutanga Wabafukwa Kanonga Gédéon, de son vrai nom. Et c'est moi qui l'ai amené à la mutation d'un mouvement de revendication armée vers un mouvement politico-militaire jusque-là. Parce que le processus de désarmement se poursuit. Merci beaucoup. Nous allons en parler dans cette émission. D'abord, l'actualité la plus brûlante, l'avènement de Bruno Tshibala à la tête du gouvernement, en tout cas tel que nommé par le chef de l'État. Ça fait débat aujourd'hui, est-ce en violation avec l'accord du 31 décembre? Quel est le point de vue du MIRA là-dessus? Bien, pour nous, nous avions analysé cette situation froidement. Nous avions d'ailleurs tiré les premières conclusions, c'est à l'avènement de Sami Badibanga. Pour nous, c'était déjà un acquis. Parce que des hommes de taille aux côtés du feu Étienne Tshisekedi, comme Sami Badibanga et les autres, valaient la peine pour que le pays puisse avancer. Mais à la grande surprise, on a eu le même théâtre avec la communauté internationale, la CENCO, et bon nombre d'ONG qui ont cru démontrer à la face du monde que à l'opposition, il y a un thermomètre qui mesure le degré ou la teneur des bons opposants, moyens et mauvais opposants. C'est comme ça que le blocage qui s'en est suivi, ça a ramené le chef de l'État à rappeler encore tout le monde à la table des négociations au travers la CENCO. Mais de vous à moi, la CENCO nous disait que c'est dans 72 heures qu'on devait sortir un Premier ministre. Ça a pris tout le temps que ça a pris. Et puis finalement, la CENCO est venue remettre encore chez le chef de l'État 98% selon elle des résolutions et des colmatages de ce qu'on a appelé le processus de la démocratisation phase 2 après les premiers accords du 18 octobre. Mais quelle est la conséquence? Le chef de l'État a demandé à la classe politique, principalement celle concernée, c'est-à-dire l'opposition bar rassemblement non signataire des accords du 18 octobre, le président leur a demandé maintenant de trouver une solution idoine. Et vous-même, vous avez vu le déchirement de cette opposition bar rassemblement. Et tout ceci avec le tripatouillage de la communauté internationale, ça fait qu'il y a eu dissension. Et le président de la République ne devait pas rester dans leur dissension. Et cette fois-là, il est allé au-delà
Comme l'a si bien dit autrefois le maréchal Mobutu, au-delà de la mêlée, il a agi en tant que garant de la nation. Référence, article 69. Il est intervenu en tant que celui-là qui doit choisir les animateurs. Article 78. Mais du côté rassemblement, on n'a pas compris. Et nous avons vu la sortie de Moubake, de Lisanga, de Olengankoy, de Bruno Tshibala. Et bref, le chef de l'État ne pouvait se choisir un premier ministre que dans la famille autre que celle de la majorité présidentielle. Là, vous revenez à Mobutu, vous faites allusion à Mobutu. Mais ici, dans le cas d'espèce, est-ce que le chef de l'État, tel qu'il a porté son choix, est-ce qu'il est resté, selon vous, dans l'accord du 31 décembre? L'a-t-il respecté cet accord en faisant le choix, en portant son dévolu sur Bruno Tshibala? Mais c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas un thermomètre pour demander au chef de l'État que la teneur, selon la communauté internationale ou une certaine résolution, la teneur est à 30% Bruno Tshibala, 35% Moubake et 60% Félix Tshisekedi. Il n'y a pas cette teneur-là. Le président a demandé au rassemblement de venir vers lui et de parler pour dégager un consensus. Mais souvenez-vous du vivant de Tshisekedi. Tshisekedi allait vers Mobutu, quoiqu'il n'était pas d'accord avec le maréchal. Nous avions suivi, on était encore trop jeunes. Tshisekedi sortir de la maison de Mobutu, Mobutu à côté, Tshisekedi dire il m'a présenté une liste que j'ai refusée. Mais au moins Tshisekedi s'est déplacé. Mais qui est-il, Félix Tshisekedi, quand un président de la République lui lance une invitation? Il me semble que nous n'allons pas personnaliser le débat. Nous avons Tout à parlé fait. de la procédure La en procédure est rapport avec respectée. l'accord. La procédure est respectée. Pourquoi nous arrivons à personnaliser le débat, excusez-moi? C'est parce que les acteurs en présence ne se comportent pas comme étant des autorités dans ce pays ou des notables. Ils se comportent en électrons libres et en individus. Il faut que ça soit moi. Alors pour qu'il faudrait que ça soit toi, il faudrait que nous puissions évaluer. C'est pourquoi le débat aujourd'hui tourne autour des personnes. Regardez la fameuse résolution 2348. Mais c'est une honte mondiale. Une résolution À quel niveau? À quel niveau? La résolution est calquée sur la mesure d'un premier ministre qui porte déjà un nom et qui a une teneur d'opposition selon le Conseil de sécurité au niveau des Nations Unies. Le Conseil de sécurité est quand même bien informé sur tout ce qui se passe à travers le monde ou à travers les pays qui font partie de l'Organisation des Nations Unies. Vous estimez que c'est une résolution qui n'a pas reflété la réalité congolaise, la réalité politique congolaise? Il n'y a aucune réalité. Il y a anguille sous roche, il y a quelque chose de caché. Ils ont eu d'abord le dépassement encore de mandat de la MONUSCO. C'est ce qu'ils cherchaient dans ce tripatouillage. C'est pourquoi, à un moment donné, chez nous, on a dit tout le monde est passé en position Shikata. Shikata veut dire rester, s'asseoir, tel que toi tu es là en position Shikata. Et aujourd'hui, la MONUSCO est passée dans la position Revenons Shikata. à la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala. Il est nommé Premier ministre, mais il n'est pas accepté par le rassemblement L limité. Va-t-il réussir à ce titre? Il va réussir parce que si nous quittons le Congo, Donald Trump n'est pas aimé. Il réussit. 100 jours après, il nous a démontré qu'il a réussi. Ce qui veut dire que Bruno Tshibala doit avancer. L'unanimité n'existe pas en politique. Il n'y a que des consensus. Bruno Tshibala est un produit du consensus politique. Il n'aura jamais l'unanimité. Parce que même à la majorité présidentielle, c'est un mot d'ordre qui est donné pour donner une majorité à Bruno Tshibala. On ne dit pas que tout le monde à la majorité est d'accord. Parce que autrefois, c'était 68 ministres. Nous, on était même d'accord que le chef de l'État leur accorda 100 ministres pour que finalement tous ces papas-là trouvent de l'emploi et qu'ils nous laissent tranquilles. Mais quand on diminue à 53 ministres, vous êtes sûr que même du côté de la majorité, il y a des gens qui sont d'accord avec Bruno? Non. Mais nous sommes en politique. Nous voulons avancer.
Comme Bruno aujourd'hui se présente comme un tshisekédiste modéré, consensuel, je pense que nous devons avancer. Nous lui accordons les chances. Vous savez, la tribalisation de l'opposition congolaise sur un quota d'une famille nous a amenés dans tout ça. Mais de toute façon, l'inclusivité étant recherchée, en tout cas, on ne l'a pas eu à travers le choix de Bruno Tshibala, où il n'y a pas eu un consensus après la nomination de Tshibala pour dire non, voilà, il s'est dégagé une majorité autour de lui, du moins du côté de la famille politique autre que celle du chef de l'État. Je suis d'accord sur la notion de l'inclusivité. Dans le monde entier, il n'y a personne en politique qui a réussi à mener l'inclusivité. Rentrons aux États-Unis. C'est à peine que Trump veut avoir, ou je crois hier il a eu, la majorité des députés républicains en ce qui concerne l'Obamacare. Mais avant, ça ne marchait pas. Les propres républicains ne voulaient pas de certaines méthodes de Trump. Mais aujourd'hui, Trump avait déjà hier, je crois, 221 représentants sur quelques... Donc, il était à 1 minute de l'emporter sur la loi de l'Obamacare. Je n'ai pas encore vérifié aujourd'hui s'il a gagné. Il a gagné. Ah, voilà. C'est pour vous dire que l'inclusivité se gagne au fur et à mesure. N'oubliez pas que Fidel Babala a signé, c'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba est d'accord. N'oubliez pas que d'autres sont en train de signer. C'est-à-dire le mouvement devient centrifuge. C'est vers l'inclusivité. Et n'oubliez pas que le G7 n'a pas signé, que l'UDPS n'a pas signé, que les autres n'ont pas signé, les CID n'a pas signé et tant d'autres. Oui, mais le G7, parlons-en, c'est un dissident de la majorité. C'est une affaire qui peut se régler en famille. Ça n'a rien à voir avec les accords. Vous le dites avec tant de légèreté. Non, le G7 n'appartient plus à son ancienne famille politique. Je dis ceci. Le G7 a changé de camp Je dis et obéit au mot d'ordre Siana. Je dis ceci. Moïse Katumbi et son G7 sont une dissidence qui peut trouver solution dans moins de 24 heures dans la famille MP. Ce n'est pas un cas... C'est ce qui m'étonne ici à Kinshasa. Hein. On a absorbé l'UDPS que nous connaissions par le G7. Au fond, le G7, c'est quoi? C'est une coquille vide. Dans le G7, c'est quoi? C'est vous qui le dites. Mais s'il vous plaît, Moïse est du PPRD. Et le G7, c'est quoi? Vous avez suivi Moïse démissionner du PPRD. Depuis quand vous avez entendu Moïse démissionner du PPRD? Et vous voulez dire sur ce plateau qu'il est toujours membre du PPRD? J'ai dit ceci. Vous êtes sûr que Moïse a démissionné du PPRD. Et dans le G7, il a quel parti? Il est dans quel parti? Pour comprendre ses prises de position, il faut nécessairement attendre qu'il amène une lettre, une formalité. Alors que dans les faits, alors que dans le fond, on sent, on voit ce qu'il est ou ce qu'il dit. En politique, il faut avoir une position et une base. La politique ne veut pas dire avoir l'argent. Parce que vous pouvez avoir l'argent, mais vous n'avez pas les moyens. Les moyens, c'est la base. Les moyens, ce sont les masses que vous devez amener. Pas les mouvements de masse qu'on peut créer sur base d'argent. À Kinshasa, il y a beaucoup de mouvements de masse. Hein? Beaucoup, on déplace des populations d'un point A vers un point B. Mais ça, ce n'est pas la politique. La politique, c'est celui-là qui a la masse et qui la met en mouvement. Depuis 15 ans, bientôt 17 ans, Kinshasa n'a plus de masse en mouvement. Nous sommes nés UDPS. Nous étions MPR de naissance et l'UDPS est arrivé en 90 et nous sommes renés UDPS jusqu'à ce que Mouzé nous a révolutionné parce qu'il avait trouvé le banditisme politique dans ce qu'a été... Vous utilisez des termes très forts, monsieur Thierry. Je suis un révolutionnaire. Alors, selon vous, à quelles conditions Bruno Tshibala va réussir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle conditionnalité avant de voir sa réussite à la tête du gouvernement d'Union nationale? Il est déjà dans le bon, il n'est pas conflictuel, ça se sent dans son langage, qu'il maintienne le cap. Tous ceux-là qui l'en veulent, tous ceux-là qui lui jettent des pierres, des œufs pourris, de la tomate pourrie, qui les accepte.
c'est lui le boss maintenant. C'est lui qui doit nous guider, nous amener vers les élections. Donc il doit prendre tout le monde, qu'il maintienne ce cap. Il aura beaucoup de coups bas, c'est un système, nous sommes dans la politique. Qu'il maintienne le cap. Voilà d'abord l'aspect positif. Deuxième aspect, qu'il soit à l'écoute toujours de la population. Qu'on ne lui coupe pas la base qu'il avait dans l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, cette base, il doit la convertir en une majorité qui doit lui permettre d'avancer. Donc, que Bruno Tshibala n'est plus du rassemblement, il est devenu du gouvernement, du pouvoir. Il doit agir au bénéfice de tout le monde, de ceux-là qui l'ont accompagné dans le pouvoir et qui vont l'accompagner, et ceux-là qui traînent les pieds, et ceux-là qu'il a trouvés au pouvoir. Donc il n'est plus un Bruno Tshibala de l'opposition ou de qui, non, il est devenu un Bruno Tshibala, Premier ministre de la République. Et il a la confiance du chef de l'État, et il doit se baser sur cette confiance pour nous amener à des futures élections. Merci beaucoup, M. Thierry Mukelekele. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, cette émission mise au point. Et là, nous abordons notre deuxième sujet du jour, à savoir la déchéance des gouverneurs des provinces. M. Thierry, on a remarqué depuis 2011, en tout cas, plusieurs provinces ont perdu leur gouverneur élu initialement. Il y a le cas de l'Équateur, l'ex-Équateur, Kasaï occidental, Bandundu, et tout à l'heure c'était au Katanga et aujourd'hui même au Lomami. Alors, vous avez analysé ce phénomène. Quelle est votre interprétation? Quelle est votre lecture par rapport à ce phénomène? Notre lecture est très simple. D'abord, nous sommes dans une insuffisance de la lecture des textes dans plusieurs agissements. On a déporté le débat politique vers le débat de famille. Et dans ce débat des familles, ça nous mène à tout ça. Et en famille, on s'est dit, mais toi, nous t'avons placé là, nous ne voyons rien. Tozoliate. C'est ça le système qui détruit et qui amène ces assemblées-là à jouer ce rôle de caisse de résonance. Et ça devient très dangereux pour la République et surtout pour la famille majorité présidentielle. Parce que ce qui s'est passé dans l'opposition, ça commence à rejoindre la famille majorité présidentielle. Tous ceux-là qui sont détruits sont de la même famille. Allez un peu dans plus de détails quand vous dites que c'est la politique d'Ozoliate. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que les gouverneurs font? Qu'est-ce qu'ils ne devraient pas faire? Qu'est-ce que les députés provinciaux attendent d'eux? Ça signifie que depuis l'avènement de l'accord du 18 octobre, les gouverneurs sont censés maximiser des recettes pour des probables élections. Mais dans l'ancien système, les gouverneurs étaient obligés de ravitailler Kinshasa. La loi de la décentralisation n'étant pas respectée, le gouverneur est sujet de vaches laitières de Kinshasa. Et ce qui est dangereux, c'est que quand vous ne produisez plus de lait, on vous amène soit à l'abattoir ou vous allez faire le cirque. C'est ça qui arrive dans les assemblées. Et vous voyez aujourd'hui, avec l'avènement d'un Premier ministre issu de la famille autre que celle du chef de l'État, c'est-à-dire la donne politique change. Il faut Tolia avant et le Kwanekoma. Et il commence à déranger. Si un gouverneur ne donne pas, on le met dehors, on met quelqu'un qui va donner du lait. Et c'est ce qui fait que, dans le Katanga, nous avons eu la fameuse motion. Et quand nous pénétrons la motion, c'est ce que je viens de vous dire. C'est dans la famille, on a parlé, il ne nous a pas écoutés. Et nous revenons dans les institutions, nous faisons partie d'une autre institution. Donc si je comprends bien, vous mettez en cause la capacité des assemblées provinciales à contrôler les exécutifs provinciaux. On ne nous a pas présenté les contrôles. Et même moi, j'ai eu la chance de débattre avec le député motionnaire en ce qui concerne notre gouverneur sur la radio Okapi. Et l'émission est encore en ligne.
Pendant 45 minutes, le député n'a pas démontré que le gouverneur est un voleur, le gouverneur est un tribaliste et le gouverneur a mal géré. Le député a bien précisé, toujours en famille. Quand nous étions à l'hôtel Caravia, on lui a dit ceci. Quand nous étions à tel endroit, on lui a dit ceci. Même quand on l'a appelé à Kinshasa, on l'a tiré les oreilles. Lui ne donne pas les marchés aux autres ministres. Vous savez ce qui est derrière les marchés. Ça, c'est de la bouche d'un député. Qu'est-ce qui est derrière les marchés? J'ai demandé aux députés, est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion qui nous suit? Quand vous avez un marché, qu'est-ce qui est derrière? Derrière, Tozoliate. Et c'est comme ça que nous voyons maintenant l'ombre de Moïse Katumbi dans tout ce mouvement-là. Donc vous le dites avec, non, avec trop de facilité, monsieur. Les assemblées provinciales qui ont le rôle de contrôler les exécutifs provinciaux, quand ils le font, quand il y a tentative de détournement, vous dites que vous voyez l'ombre qui plane. Mais oui. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que tous les gouverneurs déchus n'avaient jamais trempé dans la mégestion? Je ne dis pas ça, je dis que les assemblées n'ont pas démontré. Jusque maintenant où nous parlons. Aucune assemblée ne peut vous envoyer combien d'édits. Par exemple, pour notre grand Katanga, quoiqu'aujourd'hui Kyungwa Kumwanza est allé dans l'opposition, mais il a produit des édits. Lui, le président honoraire de l'Assemblée provinciale du Grand Katanga, qu'on lui donne la mission de contrôle des parlements du Grand Katanga, s'il va trouver combien d'édits produits, combien de contrôles parlementaires et les vacances. Quels sont les rapports des vacances parlementaires? 3 mois après, nous n'avons pas vu un député sur terrain. C'est vous la télévision, vous en avez montré combien? En dehors de Kabila Wankoulou qui est député national, de maman Jeannette Kabila, de Zoé Kabila. Ce sont ces gens qu'on a vus en mouvement. Vous connaissez un autre député, peut-être Adel Kaïnda? Nous connaissons ceux-là qui passent. Non seulement ils n'ont pas les moyens de passer à la télévision, mais au moins même dans les quartiers. On saura qu'ici à Kinshasa, tel député était dans telle contrée, pour tel parti politique, et même au sein de la majorité... Mais nous sommes en train de parler des assemblées provinciales, donc vous feriez mieux de parler des députés provinciaux. Pourquoi faites allusion aux députés nationaux? C'est pour vous dire qu'en province, on n'a pas vu un député aller dans une circonscription faire un travail de député. Mais voilà, c'est aussi son travail que de contrôler les contrôles des exécutifs. Ah! Vous voulez ramener ça à un vil travail? Non, j'ai dit ceci. Dans le travail du député, tout ce que je viens d'épeler, ni dans le Holomami, ni dans le Tanganyika, moi je n'ai pas entendu. En tant que journaliste, je n'ai pas trouvé, même dans les simples journaux, je n'ai pas vu le travail d'un député provincial du Haut-Katanga qui était en vacances parlementaires et qui s'est plaint que le gouverneur dans tel coin du Haut-Katanga n'y était pas. C'est pourquoi les populations nous ont demandé que le gouverneur parte. Est-ce que vous savez que le gouverneur sont en train de partir? C'est par rapport aux députés. Est-ce qu'ils ont l'aval de leur base, des populations? C'est ça le problème. On a essayé d'intoxiquer les Louchois sur Kazembe. Mais quand vous allez en Puerto, vous allez à Kasenga, vous allez à Mitouaba, vous allez un peu partout à l'intérieur, c'est un autre langage de la population. Donc l'intellectuel est acheté à la télévision, sur Internet. En tout cas, cela est la responsabilité de députés provinciaux qui sillonnent, qui se rendent compte et qui votent des motions qui passent. Ça c'est ce que dit la Constitution. C'est comme une piqûre, ça peut faire mal, mais c'est pour guérir. Mais c'est ce que dit la Constitution, mais ce n'est pas ce qui s'est fait. C'est pourquoi le gouverneur, par exemple, du Haut-Katanga, a saisi la Cour constitutionnelle. C'est parce qu'il y a un sujet de compétence. Et l'article 161 de la Constitution parle des conflits de compétences qui sont interprétés ou visités par la Cour constitutionnelle. Et quand le gouverneur sent son institution menacée, c'est l'article 161 qui dit... Voyons voir. Je finis par là. Le président
le chef du gouvernement, le Premier ministre, les présidents des assemblées et du Sénat, ainsi que les gouverneurs saisissent la Cour constitutionnelle pour interpréter des questions de compétences. Alors, de manière générale, les gouverneurs ont été bouffés ou sont bouffés par leurs propres frères, les députés provinciaux, par les autochtones, si je peux parler en ces termes. Est-ce que vous ne pensez pas que, ou que diriez-vous de la territoriale des non-originaires qui était appliquée autrefois par le président Mobutu? Voilà. Moi, je pense que c'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions. Néanmoins, pour le Haut-Katanga, peut-être lui, l'exécutif est autochtone. Mais quand vous entrez dans son gouvernement, sur 12 personnes qui l'animent, 8 ne sont pas autochtones. Nous parlons de manière générale. C'est ce que j'ai dit. Ça dit que ça serait une bonne chose que, par exemple, avec ce qui se passe aujourd'hui, le Premier ministre est issu de l'opposition et que les gouverneurs sont élus, on ne sait pas les remplacer, mais tous les gouvernements provinciaux doivent être mélangés, des gens de la majorité et des gens de l'opposition. Parce que les ministres ne sont pas des élus du peuple. Donc le chef de l'État peut donner des orientations pour équilibrer les maires des villes. Il y a des villes où vous avez le maire tel parti, vice tel parti, bourgmestre tel parti, et toute la ville a le même parti politique comme dirigeant. Et là, ça ne va pas. Il y a même des équilibres au sein de la majorité présidentielle. Ce qui veut dire que l'idée de Mobutu de mixer les autorités politico-administratives, elle est bonne, mais plus tard qu'une loi soit votée, que l'élu gouverneur titulaire doit être de votre famille politique, mais pas de votre famille biologique. Et les autres peuvent être de la contrée. Comme ça, nous avons un gouverneur non originaire, les autres peuvent être majoritairement originaires, au moins nous avons cet équilibre sociétal. Mais si, au départ, le gouverneur élu est originaire ou autochtone, ça nous pose déjà le premier problème. Et c'est ce qui fait que lui, notre frère, ne nous engage pas, il engage de tierces personnes. Et ça crée et ça frise des problèmes. Et nonobstant, la famille biologique vient de s'ajouter maintenant l'histoire de la famille politique qui vient encore embrigader l'action politique et l'action administrative d'un élu gouverneur. Voilà un peu. Ça dit qu'il ne faudrait pas qu'une motion de censure soit un mécanisme par lequel on se règle les comptes. Non. Là, ce n'est pas la politique. Voilà. Est-ce que c'est vous qui parlez de règlement des comptes? Mais eux diront, ils font leur travail, ils ont le souci de faire avancer les provinces. Et quand il y a un gouverneur qui vient là, au lieu de booster le développement de la province, il travaille pour ses propres poches. Là. On ne triche pas avec le droit. On peut tricher avec la politique, mais pas avec le droit. Monsieur Thierry, nous allons aborder notre troisième et dernier point, la situation sécuritaire dans le pays. Je le disais en début de cette émission, vous avez été la pièce maîtresse pour la reddition de Gédéon Kyungu, pour ceux qui ne le savent pas, un ex-seigneur de guerre dans l'ex-Katanga qui a déposé les armes et choisi la voie de la paix. Vous avez été pour beaucoup par expérience. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous convaincu Gédéon, le tout-puissant Gédéon de l'époque, à se rendre et à déposer les armes? D'abord, il y a eu un problème de communication entre Gédéon et le pouvoir public. Gédéon est issu de la force d'autodéfense populaire qu'avait laissé Mouzé. Ici, à Kinshasa, vous avez la Tchango. C'est là où vous trouvez la FAP. Alors, lors des accords de Sun City, il était demandé aux différents groupes armés de déposer et de réintégrer l'armée. C'est ce qui fait aujourd'hui les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Les anciennes armées qui se battaient se sont mis d'accord. Mais du côté du gouvernement, le chef de l'État, parrain Eratom d'avril 2004, avait instruit les gouverneurs d'amener la force d'autodéfense populaire dans le reclassement pour ceux-là qui voulaient entrer dans la police, l'armée, et pour les intellectuels, les placer dans des sociétés que chacun se retrouve.
Ce qui n'a pas été fait et qui n'a jamais été fait jusqu'au moment où nous vous parlons. Mais pendant ce temps, Mouzé avait armé plus de 35 000 jeunes dans le pays, principalement dans le nord Katanga, à Kinshasa, dans le Kasaï et un peu à l'est. Parce que de l'est, Mouzé a pris des jeunes dans le Grand Katanga, dans le Kasaï. Et ici à Kinshasa, ils sont allés pour résister contre le retour de l'envahisseur. Et Gédéon faisait partie de cette force d'autodéfense populaire, de la 10e brigade, 11e, 12e, jusqu'à la 16e brigade. Mais comment est-il alors arrivé maintenant à inquiéter les populations? Gédéon n'a jamais inquiété les populations. Il faudrait que les gens qui nous suivent comprennent. C'est un travail d'investigation. Gédéon aussi a été victime pour couvrir le mal qui s'est passé dans ce qu'on a appelé triangle de la mort. Les responsabilités sont partagées entre le pouvoir de la République démocratique du Congo et les Nations unies par le biais de la MONUC. Mais comme les deux forces ne pouvaient pas prendre la charge de ce qui s'était passé dans ce triangle de la mort, on a localisé celui qui était le plus puissant. Souvenez-vous que Gédéon s'était rendu pour la première fois en 2006. Et il est resté à Lubumbashi de 2006 à 2007. C'est en 2007 qu'on va créer ce procès-là pour couvrir les questionnements que la communauté internationale voulait comprendre que s'était-il passé réellement dans le triangle de la mort. C'est comme ça qu'on l'a habillé de ce triangle de la mort. Et dès qu'il allait vers son juge naturel, Gédéon était déjà un condamné. Et on a dit que l'État est condamné d'avoir recruté Gédéon, mais de ne l'avoir pas contrôlé. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on a fini les enquêtes sur le triangle de la mort jusqu'à ce jour, même au niveau des Nations Unies? Est-ce que l'on peut évoluer un peu pour nous dire, alors donc selon vous, il était accusé à tort d'avoir sémé l'insécurité? Nous avons été en contact avec Gédéon après l'évasion et Gédéon voulait déposer encore les armes. En 2012, on l'en a empêché. En 2013, on l'en a empêché quand il venait vers Lubumbashi le 23 mars 2013. Et nous l'avons rencontré en 2013 vers la fin de l'année. D'abord par des courriels, des lettres écrites par lui, avec des émissaires vers Lubumbashi. Nous qui passions à des chaînes de radio, de télévision, on a voulu faire comprendre aux gens les mouvements insurrectionnels, les mouvements de revendications armées et les rébellions. Et pour nous, Gédéon était un mouvement de revendications armées parce qu'ayant été doté par le gouvernement et le gouvernement a mal procédé pour venir récupérer les armes. C'est comme ça que nous avons dit à Gédéon, si vraiment vous revendiquez vos droits, déposez les armes. Et aujourd'hui, la Constitution vous donne une voie facile. C'est par les élections. Si l'État ne vous a jamais donné l'argent, mais vous êtes assez populaire pour vous chercher des députés. Parce que votre mouvement de la République du Katanga ayant des adhérents, mais la Constitution vous demande d'avoir un parti politique pour parler de ce que vous voulez. Est-ce que Kinshasa va accepter? J'ai promis à Gédéon que Kinshasa allait accepter. Mais moi, je ne savais pas que j'allais justement rencontrer des problèmes aux responsables qui étaient censés terminer ces problèmes. Mais Dieu nous a aidés. 2013, 2014, 2015. J'ai fait même du cachot pendant 5 mois. 2016. Mais vers septembre 2016, un général a pris le courage de ne pas aller tirer sur Gédéon, mais d'aller parler avec Gédéon. Et je vous dis, l'armée est entrée dans le quartier général de l'ex-État indépendant du Katanga avec les armes. Mais ils ont dialogué. Et ce général est sorti. Il a laissé Gédéon avec ses armes. Et il a demandé à Gédéon, maintenant, si nous te demandons de venir à Lubumbashi, viendras-tu? Oui, je viendrai. Et c'est là que maintenant le gouverneur Kazembe va intervenir. Politiquement, que faisons-nous parce que tu es un condamné? Est-ce qu'on ne peut pas sortir d'abord tes enfants et puis toi, le temps que nous négocions? Gédéon était ferme. Si je ne sors pas, le problème ne va jamais se terminer. Je n'ai pas peur de la justice.
C'est comme ça que le gouverneur a convaincu sa hiérarchie. Et le 11 octobre, Gédéon est sorti. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Du 11 octobre 2016 au mois de mai 2017, avez-vous entendu des crépitements de balles encore dans le Vous voulez Katanga? dire que la population a cessé d'être inquiétée depuis sa reddition? Mais je vous dis, prenez votre caméra, venez chez nous, je vous emmènerai à Mitwaba, dans l'ex-triangle de la mort. Le champ pousse. En tout cas, nous ferons comme le Saint Thomas, on ira voir. Le champ pousse aujourd'hui. Bientôt, là, ils vont faire la récolte. Avec Chang qui est là, Maître Chang qui est là, nous allons Vous partir serez à les Mitwaba bienvenus. pour venir voir ce qui se Vous passe serez les sur le terrain. bienvenus. Il y a une deuxième reddition. 300 éléments de Mitwaba vont se rendre bientôt. Nous serons intéressés que RTGA vienne couvrir la manifestation. Alors, dans le même angle, il y a l'affaire Kamuna Sapou, dans le Kasaï. On a trouvé une solution. Il y a aussi une affaire similaire avec Nemwanda Semi. Est-ce que vous avez la même proposition de solution que celle que vous avez utilisée avec Gédéon? Bien, on a vu que le pouvoir a parlé avec la famille biologique du défunt grand chef Kamwina Sapou. Or, pendant que le chef tombait, on a touché à ce qui est du pouvoir. Par rapport à ça, l'esprit s'en est allé. L'esprit, c'est quoi? Parlez-nous clairement. L'esprit, c'est l'ancêtre Kamwina Sapou. C'est l'esprit qui se nourrit du sang. C'est comme chez Gédéon, l'esprit, c'est Kiba Walolo. C'est dans le profond de la Baloubakat. C'est là où nous sommes allés. Et nous avons plaidé pour la nation chez Kibawa. Et Kibawa a dit, il n'y aura pas de sang sur le Katanga. D'où il faut rentrer. Ah, écoutez-moi, vous êtes allé chez les Kibawa. Moi, Mukelekele, j'ai parlé avec l'esprit. Tout Mouloubakat de Kinshasa comprend quand je dis Kibawa Walolo. Et moi, Mukelekele, j'ai parlé à l'esprit. Vous avez un certain esprit aussi pour parler avec l'esprit? J'ai parlé à l'esprit et l'esprit a dit qu'il n'y aura plus du sang. Et c'est pourquoi de là, nous avions dit qu'allons-nous faire? L'esprit a dit que Gédéon allait sortir et il va construire la paix. Kabila Shikata. Laissez qu'on aille au Kasaï. Parlez avec le vieux Nemwanansemi ici à Kinshasa. Vous avez connu un problème du fleuve, non? Pendant qu'il pleut abondamment. Mais quand Nemwanansemi se calme, le fleuve a de l'eau. Il faudrait pas... Vous voulez nous donner un pouvoir où c'est la superstition ou quoi? Ce n'est pas... Un pouvoir qui n'a pas moi, je n'ai jamais été dans le Bas-Congo. Mais moi, je comprends Nemwanansemi quand il parle. Moi, j'entends ce qu'il dit. Et vous dites que c'est la même chose avec Kamwina Sapou, l'esprit? Kamwina Sapou, Kibawa Lolo, ce sont les enfants d'une même contrée qui est la République démocratique du Congo. Un peu en République centrafricaine. Nous pouvons les aider. La guerre asymétrique à laquelle on fait allusion, c'est nous, au Mira, que nous pouvons mettre fin à cette guerre asymétrique. Parce que nous connaissons comment ça fonctionne. Voilà. Et c'est là où l'État est trop occidental. Vous ne pouvez pas aller tirer dans des gens qui ont déjà évoqué des esprits. Souvenez-vous, pendant que le grand chef mourait, il y a eu combien de filles, excusez-moi pour les mamans, qui étaient dans leur cycle menstruel? Combien de mamans accouchaient ce jour-là? Tout ce sang qui s'est répandu pendant la mort du grand chef Kamwina Sapou, ces esprits sont déjà partis. Les gens qui prient comprennent ce que j'ai dit. Les grands pasteurs de l'Église catholique comprennent. Donc, selon vous, l'esprit, passez-moi le terme, c'est éparpillé, il faut le rechercher. Nous devons rechercher le ramener où? Dans l'au-delà, la rivière Lubilangi. Chez nous, là-bas, c'est le mont Kibawa. Vers le Moba et un peu Mitwaba. Au Kasaï, il y a quelque part. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous dites là, les Kassaïens peuvent vous donner raison? Mais ils sont en train de me suivre. Un vrai Kassaïen comprend ce que je suis en train de dire. Le chef Sumbula qu'on a décapité, vous pensez que son esprit est parti où? On a décapité un autre chef, Sumbula. On a publié ses photos sur Internet. Mais son esprit est parti où? C'est un chef qui avait les pouvoirs coutumiers. Je pense que le chef qui est, comment on les appelle, c'est lui qui s'occupe de tous les chefs coutumiers,
qui suit cette émission est en train de comprendre. Moi, je suis ce journaliste qui va dans les villages. Écoutez les vieillards, on vous dit ce qui se passe dans les villages. Et nous, nous sommes trop administratifs et trop intellectuels. Ces choses-là, on dit... vous êtes trop coutumiste aussi. On va rétablir l'autorité de l'État, s'il vous plaît. Dans la terre de nos ancêtres, l'autorité est coutumière, n'est pas politique. C'est comme votre père qui vient chez vous, il vous gronde devant vos enfants, vous vous tapez sur votre père et vous l'enfermez. Partez au travail, vous allez vivre des événements. Monsieur Thierry Mukelekele, vous êtes trop coutumiste ou trop coutumier? Qu'est-ce qui se passe? Je suis journaliste d'investigation, ça c'est les produits des investigations. Nous ne parlons pas encore économie, nous ne parlons pas courant, nous ne parlons pas régie des eaux. Les sources, est-ce qu'à Inga là-bas, le chef, le propriétaire de la terre de Inga, est-il considéré par le pouvoir? Est-ce que le chef de Mwadingusha, de Koni, de Seke, là où il y a des barrages, est-ce que le chef de terre sont-ils considérés par le pouvoir? Non. L'homme blanc a réussi parce qu'il allait vers ces chefs-là. Il les respectait. Il entrait dans leur parcelle, ils enlèvent les chaussures et le chef est assis sur son kwassa et l'homme blanc pose son problème. Mais chez nous, nous faisons venir les chefs coutumiers, on les laisse dans la salle de réception et le protocole sort, il dit que son excellence est empêchée et le chef rentre. Donc ton papa vient chez toi à la maison, tu dis aux enfants que Boebissa, grand-père Nabino, j'ai dormi, j'ai beaucoup travaillé hier. Et papa rentre chez lui. Vous êtes très enclin dans la tradition africaine, monsieur Thierry. S'il vous plaît. Est-ce que c'est ça la politique? S'il vous plaît, il n'y a pas de bonne politique. Si la France aujourd'hui échoue, c'est pas qu'elle est devenue trop occidentale. C'est pourquoi les Sarkozy, les Hollande sont en train d'échouer. Mais les Chirac ont réussi parce qu'ils allaient voir les propriétaires de la terre française. C'est pourquoi eux, ils réussissaient. Ça va leur compliquer bientôt. Marine Le Pen passe, non? La chose va se compliquer. C'est vous qui l'avez dit, hein? Ce n'est pas encore fait. Je ne dirais pas que c'est Kibawa même qui l'a dit, mais je vous informe que Marine Le Pen passe. Dimanche, elle passe. Je ne sais pas vous accorder du crédit hein, sur ce plateau, puisque nous sommes encore, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes encore le vendredi, aujourd'hui, vendredi 5 mai 2017. Et l'élection aura lieu le dimanche 7, si je ne me trompe. Nous avions dit que Obama passerait, il est passé. Nous avions dit que Trump va passer, il est passé. C'est ce que l'esprit vous Marine annonce. Le Pen passe. C'est ce que l'esprit vous a annoncé. À moins qu'elle fasse un péché avant dimanche, mais nous vous informons que Marine Le Pen passe. Alors, de manière générale, selon vous, il faut recourir, il faut harmoniser avec l'esprit ancestral pour... Partout. Que ce soit au Kasaï, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit dans le Katanga, que ce soit à l'est du pays. Souvenez-vous que l'article 33 de la Constitution devra ou protège les ADEF Nalou, les FDLR. Ce sont les Bakimbizi. Ils ont fui la persécution dans leur pays. Mais nous, nous contribuons avec la MONUSCO à les matraquer. Nous sommes maintenant dans un système in vivo. Le microbe se développe dans son environnement. C'est ça, la guerre asymétrique. Parlons aux FDLR, parlons aux ADEF Nalou, parlons aux rebelles Joseph Kony. Ils vont déposer les armes, comme l'a fait Gédéon. Je n'ai pas pris de l'argent. Je n'avais pas une Kalachnikov pour demander à Gédéon de déposer. J'ai parlé avec Gédéon. Et vous êtes capable, vous, Omira, de proposer cette recette, c'est ça? Mais oui, parce que nous sommes dans l'approche du chef de l'État. Pourquoi négocie-t-il avec des gens en ville qui mangent des beefsteaks? Ne négocie-t-il pas avec nos frères en forêt qui ont l'arme, qui peuvent écouter le président de la République et déposer ses armes? Nous l'avons fait. C'est simple. Très simple, tout le monde va déposer les armes et nous allons reconstituer la République. Nous allons placer les bornes de la République avec les ADEF Nalou. S'ils veulent avoir un parti politique en République démocratique du Congo, la Constitution leur demande à quel niveau ils peuvent être votés. Donc ils peuvent vivre chez nous, sans tirer sur nos populations, sans égorger nos frères et sœurs à l'Est. Mais il faut aller leur parler. Et il faut leur trouver un couloir parce que l'opacité que crée la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et certaines autorités chez nous fait que les ADEF Nalou n'auront jamais gain de cause. Pendant qu'il y a une bonne raison
qui les a fait fuir de chez eux vers chez nous. Monsieur Thierry Mukele, quel est votre mot de la fin puisque nous sommes arrivés à la fin de cette tranche? J'ai espoir que le gouvernement Bruno Tshibala devra prendre en considération d'abord l'élan sécuritaire, l'élan économique pour équilibrer l'assiette de la ménagère, ensuite l'élan politique, c'est-à-dire les élections. Mais si Bruno Tshibala prend les élections avant ce que je vous dis, nous n'aurons pas les élections dans les 10 prochaines années. Si on veut y aller rapidement, qu'il commence par la sécurité, qu'il aille sur l'élan économique, parce que la sécurité et l'économie chevauchent. Dès qu'il y a la paix partout là-bas, c'est fini. Les gens commencent à faire leur champ, on n'aura pas besoin d'importer des histoires dans les pays voisins. Et nous finirons par les élections, dans un proche avenir, mais pas au mois de décembre. C'est faux. Voilà, c'est votre point de vue. En tout cas, vous en avez la paternité et vous assurez toute la responsabilité de vos propos et de vos idées sur ce plateau. Monsieur Thierry Mukele, je vous remercie d'avoir participé à cette tranche. Je rappelle que vous êtes un membre secrétaire général chargé des relations publiques et de la communication au sein du MIRA, qui est un mouvement muet en parti politique, un mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains. Et c'est avec vous que nous avons abordé des questions d'actualité ce soir. Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tranche, de ce jour, de cette livraison. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite sur la RTGA. Au revoir. One way or another, I shall have deliverance.